privée. Le président de la République est donc arrivé hier soir à New York en compagnie de la Première Dame. Le chef de l'État est convié à la signature de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le président Macky Sall prend part également à un panel de haut niveau sur l'eau, la paix et la sécurité. Envoi spécial à Aboubakry Kane. Quand la nuit tombait sur New York, la Pointe Sarène avait déjà fini de s'immobiliser sur le tarmac de l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy. JFK, où le président de la République et la Première Dame ont été accueillis par les autorités diplomatiques. Aux États-Unis, le président Macky Sall est venu prendre part à la signature de l'accord de Paris adopté par la COP21. Ce jeudi soir, le chef de l'État va participer au débat thématique de haut niveau sur l'accomplissement des objectifs de développement durable. Un débat général qui sera suivi d'un panel de haut niveau sur l'eau, la paix et la sécurité. Dans son agenda également, un entretien avec des autorités notamment du système des Nations Unies en charge des villes et du changement climatique. La signature de l'accord de Paris interviendra le vendredi où le chef de l'État devrait prononcer une déclaration au nom de la CEDEAO. Le chef de l'État qui est donc à New York où il va participer à 2 rencontres de haut niveau. Ici, chez nous, on va parler de l'ouverture officielle du Forum international sur le financement, la promotion des PME et de l'entrepreneuriat. Il s'agit pour les acteurs venus de plusieurs pays d'Afrique de réfléchir sur des voies et moyens pour améliorer l'accès des PME au financement et à l'encadrement. Séances B2B et expositions vont ponctuer les 3 jours de travaux lancés par le Premier ministre. C'est un compte rendu signé Moubalé. L'accès au financement constitue le principal obstacle au développement et à la survie des PME. C'est pourquoi l'État a mis en place des structures de financement et d'accompagnement qui ont amélioré l'environnement certes, mais le problème reste toujours préoccupant. D'où l'intérêt de ce forum pour envisager de nouvelles pistes. Pour ces réflexions profondes qui vont nous conduire, certainement nous osons l'espérer après-demain, vers une grande déclaration de Dakar sur la problématique du financement des PME et la modernisation de l'économie à travers la migration progressive du secteur informel vers le secteur formel. Tels sont les objectifs fondamentaux qui sont assignés à ce forum. Il s'agit également au cours de ce forum de réfléchir sur l'organisation du secteur informel, qui d'ailleurs rencontre plus de difficultés d'accès au financement. Vous savez que le secteur informel, c'est plus de 2 millions de Sénégalais qui travaillent. C'est plus de 600 milliards qui sont injectés dans l'économie en termes de salaire chaque année. Et il est important donc que ce secteur puisse bénéficier davantage de suivi, mais également d'être modernisé pour que nous puissions, dans un monde en compétition, bénéficier davantage de tous ces services-là. Puisque tant que vous êtes dans l'informel, dans l'inconnu, il est extrêmement difficile d'avoir accès à certains grands marchés, mais aussi vous êtes fragilisé et vous êtes fragile. Pour donner corps à toutes ces idées émises, l'État envisage de renforcer les maillons de la chaîne allant du financement à la modernisation en passant par l'encadrement. Il y a d'autres également éléments clés, facteurs clés de succès. Je pense aux incubateurs. On sait qu'une PME, même bien financée, elle a 80% de chances de mourir lors de ses 5 premières années. Ça, c'est mondial, c'est des statistiques. Donc, les incubateurs, le président de la République souhaite mettre en place des hôtels d'entreprise au niveau des départements. Hier encore, nous faisions le point sur ce projet. Je pense qu'il est important que également qu'on nous dise quelles sont les attentes du secteur privé national en matière de services non financiers, en plus de ce qui existe. L'action de l'État, elle existe. On y est. Mais il y a également une part, je pense, du secteur privé et il est intéressant d'écouter également la voix du secteur privé. Les conclusions de ce forum vont permettre également de dégager d'autres voies allant dans le sens de l'amélioration de l'accès au financement pour les PME, ce qui leur permettrait de participer pleinement à l'émergence du Sénégal. Le projet mobilier national en instance d'échange et de partage à Saint-Louis, les acteurs du secteur de l'artisanat ont revu tous les paramètres de performance du programme. Le point de départ de cet exercice a été le lancement de la journée nationale de l'artisanat célébrée à Mékhé, c'était en 2014. Lamine Touré.
18% du PIB, 1 500 000 acteurs, autant dire que l'artisanat est une force de croissance économique pour le Sénégal. L'État en a d'ailleurs fait une stratégie d'émergence par la création d'une structure dénommée Projet Mobilier National. Après une phase de lancement et d'exécution du programme, les acteurs évaluent les réalisations. Pour la première fois dans l'histoire de la commande publique, on assiste à la mise en place de l'avance de démarrage et d'approvisionnement pour des entreprises artisanales en mobilier de bureau. Et aussi donner l'opportunité aux acteurs artisanaux de partager avec nos autres autorités l'ensemble des acquis qu'ils ont eus durant l'exécution de la commande de l'État en 2015 et en 2016. Pour promouvoir le secteur de l'artisanat, l'État a décidé de lui attribuer 15% de la commande publique. Il s'agit des rubriques telles que le mobilier de bureau, la réparation du parc automobile, pour ne citer que cela, une main tendue à un secteur qui a longtemps souffert de la politique d'importation. Ainsi, les entreprises artisanales nationales sont sans exception éligibles. On avait constaté que dans les années précédentes, le marché de l'État était plus ou moins regroupé en 3 lots, ce qui réduisait de façon conséquente la chance des petites entreprises artisanales à postuler. Aujourd'hui, avec un excellent travail que nous avons fait avec la DMTA et la DCMP, on est arrivé à 19 lots pour le seul mobilier de bureau. C'est ça qu'on voulait depuis longtemps, depuis notre indépendance. Les 15%, vraiment, c'est petit. Mais on salue ça, cette initiative du chef de l'État. Comme le président de la République nous avons fait une journée ngaay ñu dana joxale ci commande publique 15%. boobu léegi ñun ñoo ngi ci yëngu ñoo ngi koy xaar te it mu nekk loo xamee ni ci loolu rek la ñu nekk. Pour cette rencontre de Saint-Louis, les organisations professionnelles artisanes et les structures d'encadrement ont activement pris part à cet atelier d'échange et de partage sur les acquis du projet mobilier national. Des rencontres similaires sont attendues dans d'autres régions du pays. Parlons de la table ronde de la nouvelle génération de démocratie Afrique subsaharienne. D'anciens chefs d'État et de gouvernement africains sont à Dakar pour une rencontre organisée par le club de Madrid de l'Institut africain de gouvernement et l'État du Sénégal, avec pour objectif de mettre donc leurs expériences et leur savoir-faire en matière de démocratie aux générations futures. Fanta Bachi. La démocratie, une problématique qui pose des questions urgentes à résoudre. Experts, chercheurs de haut niveau, universitaires et anciens chefs d'État et de gouvernement sont invités à enseigner les bonnes pratiques en la matière pour montrer la route aux générations futures. À notre équipe, la direction du Club de Madrid, ici à Dakar, nous continuons notre travail. Notre mission sacrée, à travers ce dialogue, notre table ronde pour un monde meilleur, libre, juste et prospère, bâti par l'avènement de nouvelles générations démocratiques. C'est notre but ultime, ô combien noble. Nous sommes venus ici de tous bords et surtout de l'Afrique, des 4 coins de l'Afrique, en tant que militants démocrates. Par cette interrogation profonde du projet de la démocratie de prochaine génération pour l'Afrique, il a été satisfait une exigence épistémique qui seule pouvait fonder l'essence et l'évolution de la démocratie, que la table ronde ne manquera pas de proposer dans ses conclusions. Olusegun Obasanjo, Joachim Chissano, Joyce Banda, Sadigal Mahdi et Amadi Diabali, tous membres du Club de Madrid, sont revenus sur l'expérience démocratique de leurs pays respectifs et leur évolution. C'est pour amener les participants à en tirer les conséquences et de proposer de nouvelles méthodes de gouvernance. Les peuples d'Afrique doivent comprendre que la démocratie aide à préserver la dignité humaine.
Il n'y a pas un modèle pour tous, tout dépend des systèmes et des régimes. Aujourd'hui, les peuples d'Afrique doivent promouvoir une démocratie de nouvelle génération en prenant compte des réalités de chaque État. Et pour y arriver, il faut surtout privilégier le dialogue et aider les États en situation de crise à surmonter leurs difficultés. Cette table ronde du Club de Madrid en est à sa 4e édition. Elle se tient dans un contexte de promotion de l'état de droit et de développement durable en Afrique. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Et le développement durable, l'une des définitions qui sont les plus acceptées, c'est un développement qui prend en compte les générations actuelles, mais qui ne doit pas remettre en cause justement les préoccupations des générations futures. Donc la démocratie étant une partie intégrante du développement durable, il est question donc de voir comment trouver une démocratie qui prenne en compte aujourd'hui nos préoccupations, véritablement de vivre dans un état de droit, dans une démocratie, mais également dans une bonne gouvernance des ressources que les générations partagent. Les travaux vont justement intégrer ces aspects afin de dégager des perspectives pour permettre aux générations futures de prendre en main la bonne marche du continent. Le ministre sud-africain des Arts et de la Culture est en visite à Dakar. L'objectif est de discuter des axes de coopération entre le Sénégal et la République sud-africaine. Une rencontre qui intervient 3 ans après la visite officielle effectuée par Jacob Zuma au Sénégal. Des axes de coopération culturelle avaient alors été définis. Comment appliquer l'accord de coopération culturelle signé en 2013? Cette question a été au centre des échanges entre les ministres sénégalais et sud-africains de la culture. Circulation des biens et des produits culturels, position commune au sein des instances internationales, d'autres questions vont être passées en revue à l'occasion de ces 3 jours de visite officielle du ministre des Arts et de la Culture de la République d'Afrique du Sud. Dans le secteur du développement des industries culturelles, nous avons beaucoup à échanger. Dans le secteur de la danse, dans le secteur de la musique, dans le secteur de la littérature, du livre, donc de l'édition, mais également dans le secteur de la préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, nos 2 peuples ont des similitudes que nous devons développer pour arriver à ce que mon collègue disait tout à l'heure. Il faudrait qu'à travers la culture, que nous puissions pacifier le monde. Le séjour du ministre sud-africain de la Culture n'aurait pas été complet sans ce pèlerinage à l'île de Gorée. C'est ici, il y a 30 ans, qu'a été faite la déclaration de Dakar contre l'apartheid. Si ces souvenirs épousent ceux de l'esclavage, l'émotion est bien perceptible. Je ressens une profonde amertume. Des êtres humains ont été traités comme des animaux par des êtres humains qui se disaient civilisés. C'est l'humanité elle-même qui a été traitée et humiliée. L'île de Gorée est la réplique de Robert Island. And this Gorée Island is a replica of Robben Island in South Africa. L'île de Gorée et Robert Island vont donc être jumelées selon l'accord de 2013. Le cadre juridique est finalisé, assurance du ministre sud-africain de la Culture et des Arts. Toutes les dispositions seront prises pour faciliter ce jumelage au plus vite. On va dans ce journal faire un focus sur le ranch de Doli en plein chantier. L'État du Sénégal veut restaurer le domaine de 87 500 hectares. La démarche implique les acteurs et le ranch de Doli change de visage. Le reportage est signé Tierno Amadoussi. Le 4 mars 1968, par décret, le président Léopold Sédar Senghor affecte ce domaine aux éleveurs du Sénégal. Superficie 87 500 hectares. Périmètre 120 km. Après plus de 4 décennies de gestion difficile, l'État du Sénégal opte autrement. Il y avait des installations anarchiques. Tout un chacun pouvait entrer et s'installer sans autorisation. Et donc ça posait aussi un problème par rapport au vol de bétail.
et il y avait vraiment des conflits entre les autochtones et les transhumants. Nous allons nous entendre sur le système de gestion du ranch parce que ça va demander une gestion rigoureuse pour que nous ne puissions pas vraiment faire des travaux qui ne serviront peut-être à rien. Un système de gestion qui pourra donner satisfaction à tout le monde. Que tout le monde se retrouve dans les travaux qui sont en train d'être réalisés. Aujourd'hui, les éleveurs et différents autres acteurs se sentent encore plus concernés dans la gestion du ranch. Ils s'organisent et apportent leur contribution dans toutes les grandes réflexions qui concernent la zone sylvopastorale. Les populations ont été impliquées parce que nous sommes un grand partenaire aussi du ministère de l'élevage. Il faut le dire, le ministère nous a toujours impliqués dans toutes les activités ou les interventions qu'il a eu à mener au niveau du ranch. Par rapport à la gestion, nous avons régulièrement discuté de cette question avec le ministre de l'élevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui nous a rassuré que ce ranch, avec tous les investissements qui s'y font, restera et reste pour les éleveurs. Donc il n'est pas question que la gestion ne soit pas discutée avec les principaux acteurs. Sur les chantiers du ranch, la main-d'œuvre locale est visible. Pour la construction du mur de clôture, 300 jeunes de la zone sont mobilisés. Sur ce site, il y a au moins 170 jeunes qui y travaillent. Tous les 15 jours, ils sont payés et ils s'occupent bien de leur famille. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de ce grand projet du chef de l'État. Pour les populations locales et éleveurs, ce chantier va changer l'utilité du ranch, sécurité et meilleure exploitation des ressources animales seront au rendez-vous. Le président a tenu promesse, les chantiers ont démarré, la sécurité sera garantie. À l'époque, on ne pouvait même pas délimiter le ranch. Aujourd'hui, nous allons mieux garder nos bétails et mieux gérer le ranch. L'ambition de l'État du Sénégal est grande pour la zone sylvopastorale. À Doli, les projets des concernés. Reportage au ranch de Doli signé Thierno Amadoussi, commercialisation des produits horticoles, défis, enjeux et perspectives. C'est le thème de la journée du Paden à la Fiera. Édition 2016, à travers cette rencontre de partage, le programme d'aménagement et de développement des Niayes a pu analyser la problématique et dessiner des contours de solutions avec les acteurs. Penamo. L'agriculture sénégalaise est devenue de nos jours la toute première actualité, aussi bien au niveau des débats que dans les médias. C'est parce que ce secteur est devenu porteur de croissance. Des productions records sont obtenues dans toutes les filières. Cependant, la commercialisation des produits reste une réelle problématique, surtout celle de la filière horticole. Un véritable défi que le PADEN, le programme d'aménagement et de développement des Niayes, compte relever. Nous finançons actuellement ce que nous appelons des sous-projets de commercialisation. Cela consiste à quoi? Cela consiste à doter, à permettre aux organisations de producteurs d'acheter la production de leurs propres membres afin de réguler, n'est-ce pas, le marché. Parce que dans ces marchés, comme on vous l'a expliqué, quand vous étudiez les coûts de revient, la pomme de terre aujourd'hui est achetée à 150, 200 francs à Noto, à Kayar, à Fasbo et à Mboro. Par contre, rendu sur Dakar, cela dépasse souvent 300 francs. Donc, si la commercialisation de ces produits est réglée, l'on peut s'assurer que le revenu du producteur est alors sécurisé. Il nous faut quelque part sécuriser le revenu, sécuriser le chiffre d'affaires. Donc, amener le producteur à ce qu'au moins il puisse commercialiser sa production, mais que le tout soit rentable. Donc, c'est tout le lien qui existe entre la sécurisation un peu de ces bidons-là et la commercialisation dont on a voulu traiter.
vous savez, beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de la production. Si vous prenez la production que nous avions en 2000, vous la comparez à celle que nous avons aujourd'hui, elle a été multipliée par 10. Donc, ça montre que vraiment beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de la production. Parce que dans les systèmes agricoles performants, généralement le producteur il produit sur contrat. Autrement dit, il sait que ce qu'il est en train de produire est déjà vendu. Ça aussi, certainement la réflexion nous mènera vers ça. C'est dans ce cadre que le PADEN a mené une réflexion entre banquiers, commerçants et producteurs. Le PADEN a aussi saisi cette occasion pour primer des success stories des femmes productrices qui se sont distinguées dans la filière horticole, une manière de rendre hommage à la femme sénégalaise, socle de la société. Nous allons à Dar Salam Kodité dans le département de Podor pour voir les réalisations de l'agriculteur Abdoulaye Racine Anne. Un exemple de réussite dans la vallée du fleuve Sénégal. Son parcours force le respect, nous dit Alioune Badarakan. Entre le Doué et Galenka, nous sommes à Dar Salam Kodite sur les terres d'Abdoulaye Racine Anne. L'homme d'une cinquantaine d'années peut admirer sa belle œuvre. Parti de rien, il a pu valoriser ce vaste domaine, plusieurs hectares de terre aménagés, du riz, bien sûr, on est dans la vallée du fleuve Sénégal, de l'oignon, sans oublier la banane. Abdoulaye Racine Anne touche à tout. Sur ces terres, l'autosuffisance est en marche. Mes parents s'adonnaient naturellement à l'agriculture et à l'élevage. Une tradition dans le Fouta. Et devenu adulte, je me suis dit qu'il fallait tout faire pour moderniser ces deux activités afin de mieux nourrir ma famille, mais aussi de gagner plus d'argent. Aussi, les petites surfaces traditionnelles qu'on exploitait ne peuvent pas nous permettre de gagner de l'argent et d'avoir une agriculture viable. C'est ainsi que je me suis lancé en exploitant cette grande surface. Cet amour de l'agriculture, Abdoulaye le transmet à ses héritiers, en particulier son fils aîné Mamadou. Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge qui ont choisi de migrer, le fils d'Abdoulaye Racine a compris très tôt que la terre ne ment pas. Dieu merci, je subviens à mes besoins grâce à l'agriculture. Je n'envie pas les jeunes de mon âge qui ont préféré quitter le Fouta pour aller gagner leur vie en se contentant de petits boulots. Seul le travail paye. Mon père m'a déjà montré la voie, alors j'en profite. Et je peux dire que j'ai un travail décent. À Kodite, les fruits de l'œuvre d'Abdoulaye Racine Anne profitent à toute une communauté. Des gens comme lui méritent d'être soutenus pour que le Sénégal émergent soit une réalité conformément à la vision du chef de l'État. Ces exploitations agricoles profitent à des centaines de personnes ici dans la zone de Dar Salam Kodite. Abdoulaye Racine Anne voit grand. Il croit à l'autosuffisance alimentaire pour le Sénégal, mais cela passe par davantage de soutien de la part des autorités de l'agriculture. L'agriculture d'aujourd'hui a surtout besoin de financements conséquents. L'aménagement des parcelles, l'achat de motopompes sont des investissements lourds. Il y a aussi la commercialisation. Il faut rompre avec l'informel en protégeant les producteurs, quitte même à imposer des quotas aux importateurs pour écouler le riz local. Plus de moyens, pour plus de production, la recette est trouvée. Ici dans le Podor, l'autosuffisance alimentaire n'est point une utopie. Cela est possible, mais à condition d'épauler et de motiver des entrepreneurs dynamiques comme Abdoulaye Racine Anne, une fierté du monde agricole dans cette partie du Fouta.
C'est en effet un bel exemple de réussite et il faut dire que le Fouta regorge de nombreuses potentialités économiques et socio-culturelles. Cependant, ils ne sont pas suffisamment exploités. À l'occasion d'une visite effectuée par Racine Sy dans les localités de Diawar, Diatar et Dimat, les populations ont rappelé leurs nombreuses doléances pour relancer les secteurs de développement. C'est un reportage signé Massamba Thian. Diatar à 5 km dans la commune de Guédé Village, une localité centenaire très religieuse avec son célèbre ziara annuel organisé par le guide Thierno Hamidou Sy. Ici, les populations attendent beaucoup de l'État et de ses partenaires. Wurngo en wonde sutur mawdo eɓe gona job khalisen kono noon eɓe jetti Allah eɓe gonde sutur mabɓe eɓe ndemat ɗo rewɓe ne ndema ɗo worɓe en ndema ɗo sunnuk sag amin taw rewɓe ɓe ndemata taw ko worɓe ɓe tan ndemata rewɓe ɓe taw no dañ kalis mi liggiri ɓeɗo den kaldanni en nanata taw rewɓe ɓe en balle. Les urgences, on ne peut pas parler des urgences sans pour autant parler du collège. Parce que Diatar regorge un nombre important d'élèves qui se déplacent tous les jours pour aller jusqu'à Podor Ndioum faire leurs études. L'urgence, c'est d'avoir un collège ici, dans ce village-là. Ici, il manque d'autres infrastructures, par exemple, comme la route, ça doit être bitumé. Donc nous sommes dans un milieu très enclavé, dans l'île Amourfil, et pour accéder à ce milieu-là, bon, les conditions ne sont pas réunies. Diatar aussi aimerait que le gouvernement met le nécessaire pour sortir le village dans ces conditions-là. Deuxième étape de la visite, Diawar dans la commune de Guédé Village. Cette bourgade qui tire son nom d'une célèbre montagne de l'autre partie de la rive est peuplée de tout couleurs venus de la Mauritanie. Ici, la principale doléance est l'aménagement des terres, l'électrification de certains quartiers, l'appui au développement d'activités génératrices de revenus, surtout pour les femmes. Notre principale ressource est la terre. Nous demandons de l'appui pour les aménager. À Diawar, nous avons aussi besoin de l'électricité, surtout pour la mort. Diagnoum dans le Dimat, jadis lieu de retraite des grands érudits du Fouta sous la conduite éclairée de feu Eliman Boubacar Khan, qui a fondé les lieux. Une autre cité religieuse dont les premiers habitants venaient également de la Mauritanie. Ici, c'est avec fierté que les populations racontent la brillante victoire qu'elles ont obtenue devant les colons matérialisés par les résidus de canons encore visibles sur le sol. Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar annonce un nouveau plan de circulation pour Dakar. Certaines allées seront, à compter du mois de mai, empruntées en sens unique. Le tronçon rond-point JVC Boulangerie Jaune sera restructuré, ainsi que d'autres voies de la capitale. Cette politique vise à désengorger la capitale. C'est un reportage signé Jean Dior. Voici le nouveau plan de circulation dans une partie de Dakar. Ce nouveau schéma va améliorer la fluidité de la circulation, mais aussi assurer la sécurité des populations. La présentation du jour concerne le carrefour de la Boulangerie Jaune jusqu'au rond-point JVC. On voit cette rue-là, donc ça c'est le rond-point JVC, et voilà la rue qui mène vers la Sonatel, vers Liberté 5. Cette rue va être mise, voilà, et cette rue va être mise à sens unique vers le sud. Donc on ne pourra plus accéder vers cette rue à partir de l'axe horizontal, donc les deux voies qui mènent vers Liberté 5. Et la compte à le sud aussi est mise à sens unique vers la Boulangerie Jaune, et la compte à le nord est mise à sens unique vers le rond-point JVC. Ces allées constituent la phase expérimentale de l'élaboration des points noirs. D'autres axes font aussi partie du nouveau plan de circulation. Nous avons retenu ce tronçon parce que, effectivement, c'est un nœud qui est extrêmement sollicité. Ce premier test fait, nous allons continuer la réflexion qui est en cours pour aller voir d'autres points noirs que nous constatons, notamment, on peut citer ici à Anne-Mariste, ce secteur-là pose problème également, mais on peut citer Kergorgui, le carrefour Kergorgui, Aimé Césaire, angle qui fait croisement avec la route Cheikh Anta Diop. Tous ces points ont été identifiés, des solutions proposées. Sous peu, d'autres mesures seront prises concernant les hippomobiles, mais aussi les gros porteurs. Un arrêté est en train d'être préparé. Après, quand même qu'on ait tenu 4 CDD des comités départementaux de développement
à Pékin, Guédiawaye, Rufisque et Dakar pour justement nous accorder avec les acteurs, y compris les charretiers, sur les axes où il était aujourd'hui inconcevable, intolérable de laisser encore circuler les calèches. Il y a aussi une réflexion qui est en cours avec le port, la douane, l'ensemble des services du ministère du Commerce pour quand même réfléchir sur la circulation des gros porteurs à certaines heures à Dakar. La police et les agents de sécurité de proximité sont aussi partie prenante dans ce nouveau dispositif et vont permettre aux populations, aux automobilistes et aux usagers du transport urbain de mieux comprendre cette mesure qui va être appliquée au mois de mai. Jean Dior, le gouvernement a pris la décision de suspendre la délivrance des licences de taxi. Si cette mesure est prise pour faciliter la mobilité, elle est surtout appliquée afin de réguler le secteur du transport urbain. C'est dans un contexte où les acteurs dénombrent plus de 20 000 taxis. Cependant, la licence sera délivrée à ceux qui avaient introduit leur demande ou effectué un paiement. Jean Dior. Des instructions ont été données le 9 février 2016 par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, portant sur la suspension provisoire de la délivrance des licences de taxi. La raison? Nous sommes partis d'un diagnostic qui est largement partagé à la fois par l'administration et les usagers et les acteurs du transport. Il s'agit aujourd'hui de plus de 20 000 taxis à circulation ou de licences à circulation. Comme toutes les mesures importantes, des difficultés sont souvent notées. La suspension de l'octroi des licences de taxi n'a pas fait exception. C'est nous les transporteurs qui sommes les demandeurs. C'est nous qui avons formulé une lettre au ministre des Transports pour lui dire que on demande la suspension provisoire des licences de taxis urbains de Dakar parce qu'elles sont trop saturées. Il y en a qui ont déjà acheté leur véhicule, prendre des crédits à la banque, peindre leur voiture, aller au chef de service régional de transport, lui dire que voilà, taxi c'est arrêté. Et ils ont déjà peinture leur voiture. Il y en a qui sont allés déposer les papiers, enregistrer, pour payer à l'impôt, on revenu pour prendre leur carte grise, on lui dit que c'est arrêté. Il y en a qui ont déjà fait tout cela, ils sont allés déposer demande de licence au gouvernance, on lui dit que c'est arrêté. Il y a des dépôts déjà demandés pour demander de licence et c'est bloqué. Donc il y a 4 groupes. 3 voire 4 points ont poussé certains acteurs à afficher une certaine réticence. Le gouverneur rassure. Monsieur le ministre des Infrastructures, du transport terrestre et du désenclavement a été sensible à cette question et nous a également instruit de prendre en charge ces cas spécifiques. Au Sénégal, le constat fait par les services concernés montre une vétusté du parc de taxis. Pour l'accord de la licence des taxis, une commission se réunissait tous les 15 jours pour la délivrer aux demandeurs. Elle est composée du syndicat des chauffeurs, du commissaire de la police centrale, du service régional des transports terrestres et du syndicat des propriétaires de taxis. Pour la commission, si on compte plus de 20 000 taxis à Dakar, cela est dû aux conditions d'obtention. On observait quelques, disons, incongruités, à savoir des véhicules qui, après 20 ans d'usage par un particulier, étaient reversés pour faire du transport par taxi. Il y a des conditions d'accès à la profession. En France, la licence coûte pratiquement 130 000 € par an qu'on vous donne pour exploiter un taxi. Ici, au Sénégal, elle est gratuite. Cette mesure, saluée par presque tous les acteurs du transport, est une des solutions pour faciliter la mobilité à Dakar. La suspension était devenue une urgence pour le secteur du transport urbain. Pour une meilleure visibilité des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, la RTS et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, se donnent la main. À cet effet, un accord de partenariat a été signé dans les locaux de la RTS par le directeur général Racine Talla et la représentante résidente du PNUD au Sénégal, Damsila. Cette signature consacre un partenariat naturel entre la RTS et le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire piloté par le PNUD connaît déjà une réussite fulgurante. Le partenariat scellé va renforcer une collaboration déjà très satisfaisante. Dès qu'à présent, je peux dire qu'on est très satisfait de voir ce qui passe déjà à la télé et aussi d'une manière générale de toutes les innovations au niveau de la RTS.
Et ça nous a vraiment amené, avec toute la volonté du gouvernement et tout le professionnalisme que vous avez, que nous puissions signer ce partenariat pour raffermir ce lien et pour permettre aux populations de connaître davantage ce qui se fait au sein du PIDC. Parce que ce programme est d'envergure nationale, c'est un programme d'urgence qui va permettre de combler le gap entre le développement au niveau des grandes villes et au milieu rural. Le programme des Nations Unies pour le développement a toujours assisté la RTS dans ses différentes missions de service public. Le directeur général Racine Talla s'est réjoui du dynamisme de cette collaboration. La RTS a pu bénéficier à plusieurs occasions de l'appui du PNUD, que ce soit en équipement, que ce soit aussi en facilitation pour participer à de grandes rencontres comme le comité consultatif, la COP 21. Mais ici, le PNUD assure la tutelle du programme d'urgence de développement communautaire, qui est un programme extrêmement important pour le Sénégal, parce qu'il s'agit d'équiper le monde rural, il s'agit aussi de corriger les inégalités milieu urbain, milieu rural. À juste une année de mise en œuvre, le programme d'urgence de développement communautaire a enregistré des résultats considérables dans ses zones d'intervention. À cet effet, la communication à l'échelle nationale est plus qu'une nécessité. Après pratiquement un an d'exercice, de travaux, les résultats sont éloquents. 75 forages réalisés, on est en chantier sur à peu près 80 châteaux d'eau, 780 km de pistes en exécution. Les équipements 5500, la plupart, j'allais dire 80% des équipements aujourd'hui sont construits, prêts à être livrés. Tout ce qui est accompagnement, appui financier, appui non financier, nous sommes en train d'y travailler. Plus de 1000 comités de gestion de ces équipements sont mis en place. Bref, pour dire que après un an, les résultats sont là. Et ceci, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Ainsi, la RTS, dans ses composantes et le PNUD se donnent la main pour une meilleure vulgarisation des actions et réalisations du PUDC, l'expertise et le savoir-faire de la RTS au service du développement communautaire. Le partenariat public-privé serait-il le gage de l'émergence? En tout cas, 60 milliards des besoins d'investissement du pays impliquent le privé international, mais aussi national. Dakar Medical City, hôpital Aristide Le Dantec, les universités d'excellence, entre autres des 32 projets actuellement soumis au partenariat public-privé. Les maîtres d'œuvre, l'APEX et sa tutelle, ils nous dressent les contours de ce PPP dans la rubrique économie du jeudi Aramdao. Avec des besoins d'investissement qui se chiffrent à 12 000 milliards de francs CFA, soit 3 fois plus que le budget. Impossible pour le Sénégal de compter sur ses seules ressources publiques, une impossibilité partagée à l'échelle continentale. Les déficits d'infrastructures africains sont estimés à hauteur de 93 milliards de dollars. Et le secteur public contribue par année à hauteur de 48 milliards de dollars. Donc il y a un déficit par rapport au pouvoir financier du secteur public de compenser ce déficit. Il est dit que le secteur privé, dans son implication, peut contribuer à hauteur de 40%. Pour le Sénégal, rien que le volet infrastructure vaut le partenariat public-privé. On parle d'un besoin de financement annuel de l'ordre de 1 milliard de dollars, à peu près 500 milliards de francs CFA, sur l'axe seulement des infrastructures. Donc les montants sont énormes. Nous avons par exemple, l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est un projet ouvert en partenariat public-privé sous un cadre spécifique. Parce que dans le partenariat public-privé, vous avez des projets qui génèrent des recettes. Donc on parle de cas à usagers payeurs. On a aussi des projets qui ne génèrent pas des recettes. C'est l'État qui invite le secteur privé à assurer le financement du projet et l'État paye des loyers. On a aussi les campus universitaires d'excellence. On a un projet d'augmentation de capacité à hauteur de 18 000 lits. En ficelant le PSE, le Sénégal avait clairement affiché cette nécessité de s'ouvrir au privé. 18 projets étaient contenus dans le portefeuille dédié au PPP. Pour un coût estimatif global de 1587 milliards, dont les 1111 sont à rechercher auprès des opérateurs du secteur privé. Alors, depuis le dernier forum,
que notre ministère, le ministère de la promotion des investissements, a organisé au mois de mai 2015. Ce portefeuille-là s'est enrichi et aujourd'hui, on a 32 projets développés ou envisagés par les administrations pour un coût estimatif global de 6 318 milliards. Sur l'assiette globale de 12 000 milliards de francs CFA, le privé est attendu à plus de 60%. Mais quel visage mettre sur ces partenaires attendus? Ils sont nombreux, c'est nos partenaires traditionnels d'abord, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais c'est aussi les pays émergents, c'est la Chine, c'est la Malaisie, voilà, c'est des pays asiatiques qui s'intéressent à nos projets. C'est aussi des pays du continent, l'Afrique du Sud par exemple est particulièrement intéressée par les projets. Ces partenaires, c'est aussi le secteur privé national. C'est des projets qui portent sur des montants énormes, avec aussi des spécificités technologiques particulières. Donc le secteur privé national a compris et le secteur privé national va ensemble en termes de groupement pour faire face aux partenaires ou aux investisseurs étrangers. L'ensemble des projets ont fait au moins 2 ou 3 manifestations d'intérêt par le secteur privé national et international. Le Fonds 6 qui part avec Meridium en termes de financement. On a aussi AMSA qui est venu s'impliquer dans la réalisation des résidences universitaires d'excellence. Donc on a un package cohérent. Un package qui a surtout été encadré. Et c'est peut-être l'un des atouts majeurs du Sénégal. Nous avons une pratique des partenariats privés qui est adossée vraiment sur un cadre juridique qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, les projets PPP sont soumis à une évaluation préalable. Cela veut dire qu'aucune administration aujourd'hui ne peut se lever du jour au lendemain et décider d'aller en partenariat public-privé sans avoir prouvé que la formule du PPP est la formule la plus avantageuse pour l'État. Si la loi en vigueur sur le PPP date de 2014, il n'empêche que le Sénégal a connu par le passé des cas de PPP. L'exemple de la SDE avec son partenaire Bouygues en 1996, Sénélec avec la GTI la même année, plus récemment l'autoroute à péage sous la forme de contrat CET, construction, exploitation, transfert. L'ère du PSE s'est ouverte avec une toute nouvelle loi qui l'élargit à tous les secteurs de l'économie. Les partenariats publics-privés, sujet de la rubrique économie du jeudi signé Aram Dawa. Nous poursuivons notre feuilleton sur le modèle américain en matière de gestion des ordures. La politique volontariste du pays dans le domaine mise en exergue hier. Aujourd'hui, focus sur la dimension industrielle des déchets qui constitue un secteur porteur. Les spécialistes des entreprises sont nombreux. Elles sont nombreuses dans ces entreprises, elles vont du recyclage au compostage. C'est dans le Djigo. Il paraît loin, très loin, ce qu'était cette entreprise en 1957 à sa création. Un seul camion qui collectait des ordures en partenariat avec un district. Près de 50 ans plus tard, elle est devenue incontournable dans sa zone d'exploitation au sud de la Californie. En plus de sa vocation originelle, la collecte d'ordures grâce à des contrats de concession avec plusieurs villes et comtés, elle procède à leur traitement. L'une de ces usines est spécialisée dans le recyclage. Nous ramassons les ordures dans les villes où nous servons. Nous les ramenons ici et dans cette usine nous les traitons. Nous les transformons et une partie est transportée au centre d'enfouissement. Les balles contiennent les déchets traités, prêts à être livrés. Surtout prêts pour une seconde, non plutôt une deuxième vie, puisqu'une troisième et même plus est possible en Asie. Premier marché de cette entreprise qui affiche un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. En dit long sur le caractère commercial des déchets, plus que des ordures, de l'ordure. Aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, l'industrie des ordures tisse sa toile. Elle étend ses tentacules dans un autre secteur, l'énergie. Cette usine fait partie des 132 dans l'État doré spécialisés dans la transformation des déchets en électricité. 250 tonnes sont traitées ici chaque jour. Elles sont brûlées dans cette chambre à combustion.
La chaleur qui s'y dégage produit de la vapeur contenue dans une chaudière. Cette vapeur fait tourner une turbine couplée à un alternateur et voilà produit 10 MW pouvant servir jusqu'à 20 000 ménages. L'énergie produite est vendue aux compagnies d'électricité qui, à leur tour, la revendent aux entreprises et aux ménages. Se retrouver dans le courant qu'on consomme, être réutilisé ou se réincarner dans d'autres produits, les déchets ont 1001 vies et on est loin d'en avoir fini. Retour dans l'entreprise que nous avons visitée plus tôt. Ici, on mise aussi sur le compostage. Il est facile de faire du compost parce que Dame Nature s'en charge. On a juste besoin de superviser le travail qu'elle fait. Cela peut prendre entre 12 à 16 semaines. Ainsi va continuer de s'écrire l'histoire des États-Unis dans la protection de l'environnement. Elle est faite d'engagement, de prise de conscience collective, mais dans la succession des nuits et des jours, il s'agira tout sauf de s'endormir sur ses lauriers. C'est un reportage aux États-Unis signé Selina Aloun Djigo. La Cour pénale internationale a un nouveau siège. Il a été inauguré mardi dernier à La Haye. C'était en présence de plusieurs personnalités de la communauté internationale. L'occasion a été saisie par le président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome pour rendre hommage aux Pays-Bas pour les efforts consentis pour que le siège permanent de la CPI voit le jour. Maître Sidiki Kaba, que je vous propose d'écouter. C'est un jour historique. C'est aussi une journée d'espoir pour toutes les victimes des crimes de masse du monde. Votre Majesté, en nous faisant le grand honneur d'inaugurer le siège permanent de la Cour, vous venez confirmer que le Royaume des Pays-Bas, qui abrite plusieurs institutions internationales, dont la Cour internationale de justice, qui fête en ce moment son 70e anniversaire, est plus que jamais attaché aux valeurs de justice et de paix. Pays hôte, vous n'avez ménagé aucun effort pour que ces rêves ambitieux puissent devenir réalité. Cette solution qui était rêvée, espérée et attendue sous une belle utopie émancipatrice est devenue une réalité concrète depuis le 17 juillet 1998 à Rome, et avec l'entrée en vigueur le 2 juillet 2002 du statut de Rome. Une belle histoire à laquelle est associé mon pays, le Sénégal, premier État au monde à ratifier le statut de Rome, attestant ainsi son attachement aux valeurs essentielles de liberté, de démocratie et de respect de l'état de droit et des droits humains. C'était Maître Sidiki Kaba à l'inauguration du nouveau siège de la CPI. Au Mali, le groupe djihadiste Ansar Dine a revendiqué l'enlèvement de 3 humanitaires de la Croix-Rouge. Ces derniers seraient cependant détenus dans des conditions acceptables. C'est Nanfal. Le groupe djihadiste malien Ansar Dine a affirmé retenir 3 collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge enlevés la semaine dernière dans le nord-est du Mali. Le groupe réclame la libération d'un homme arrêté par la force Barkhane en échange. Il n'y a pas eu d'effusion de sang lors de l'enlèvement de l'équipe. Les 3 humanitaires seraient détenus dans des conditions acceptables. Ansar Dine, rappelons-le, faisait partie des groupes alliés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le vaste nord Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et 2013. Les djihadistes ont été en grande partie chassés de cette région par une intervention internationale. Cependant, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. La Sénégalaise des eaux SDE, dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, tient différentes activités. Ce matin, un don du sang et un dépistage gratuit sur le cancer du col de l'utérus ont eu lieu. Damsila. Pour célébrer ses 20 ans d'existence, la Sénégalaise des eaux ouvre ses portes au public. Ce matin, elle a tenu des activités qui contribuent au renforcement de la santé des populations. Plusieurs femmes ont été sensibilisées et dépistées du cancer du col de l'utérus. On a voulu quand même leur montrer que mieux vaut tard que jamais et mieux vaut prévenir que guérir. Donc venir en masse, s'ouvrir aux populations, c'est pour leur permettre de venir au moins savoir leur état de santé sur le plan gynécologique. Et s'il y a, on souhaite qu'il n'y ait pas de lésions suspectes ou bien des lésions même patentes de cancer, mais au moins s'il y a quelque chose qu'on découvre, qu'on essaie
de les gérer rapidement. Le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique. Conscientes de cela, les femmes sont venues massivement pour se faire dépister. Je suis venue faire le dépistage du cancer du col de l'utérus pour me rassurer. Nous remercions sincèrement la SDE.